J'ai monté une start-up de manière un peu aléatoire. Je me suis dit, je vais me lancer dans l'immobilier parce que ça a l'air facile. L'immobilier Mastéos va demander son placement en redressement judiciaire le 2 janvier prochain. Bonjour Thierry Vignal. Bonjour. Merci. Un acheteur, un vendeur. Et il y a 5 ans, j'ai monté une start-up qui s'appelle Mastéos. Sécurité, taxes, business, tu fais de l'argent, on va pas trier ta voiture. Il y a tout ce truc-là qui, je pense, est important. Donc faut... Salut Thierry, comment tu vas? Salut Thomas, très bien. Merci de me recevoir. Je t'en prie. Bon, faut savoir qu'avec Thierry, donc on s'est rencontrés il y a quelques mois quand tu étais de passage sur Dubaï. Et en fait, on a beaucoup rigolé déjà pendant la conversation. C'est quelque chose que j'ai bien aimé. Et on a vu aussi qu'on avait quelques similarités au niveau du parcours. Donc c'est un peu ce qui m'a intéressé aussi de chez toi. Et c'est aussi pour ça qu'on est là à faire ce podcast aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, alors en ce moment, je suis connu pour avoir fait une grosse faillite en France d'une start-up que j'ai montée il y a 5 ans, qui s'appelle Mastéos, et que j'ai créé après avoir bourlingué à droite, à gauche, à Paris, Londres, fait plein de métiers différents qui n'avaient rien à voir. J'ai été juriste, fiscaliste, trader, gestionnaire d'actifs, et j'arrivais pas à trouver ma voie. Et je suis rentré de Londres. J'ai monté une start-up de manière un peu aléatoire. Je me suis dit, je vais me lancer dans l'immobilier parce que ça a l'air facile, il faut un acheteur, un vendeur. Et il y a 5 ans, j'ai monté une startup qui s'appelle Mastéos, sans grande ambition au début. J'étais dans un bar à Paris, dans le 10e. J'ai rencontré un type avec qui je l'ai monté, mais je ne le connaissais pas d'avant. Okay. Donc vraiment des débuts misérables. Et on a fait 0 € de chiffre d'affaires la première année. Pas mal. Et j'étais au RSA. Et fast forward, 3 ans plus tard, on était la plus grosse start-up d'investissement immobilier de France. 400 salariés, 65 millions d'euros de levée, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé en 3 ans et demi. Et malheureusement, je me suis pris la crise financière juste après, enfin la crise immobilière, pardon, avec la remontée des taux. Et je me suis pris la deuxième plus grosse faillite de la décennie de l'écosystème tech. Et c'est à ce moment-là que je suis allé me ressourcer à Dubaï pour me changer les idées. Et que j'ai croisé ta route. Ouais. Et que ça m'a inspiré de ouf. En fait, t'es un des types qui m'a le plus inspiré post-faillite, parce que c'est quand même pas un moment facile. C'est même un moment où tu as juste envie de te pendre, tellement la pression financière, judiciaire est terrible. Ouais. Et quand j'ai vu que toi, tu avais eu ta traversée du désert et que tu avais réussi avec ton énergie à remonter un truc, à te relever et aujourd'hui être on top of the world, ça m'a juste redonné de l'énergie, donc merci. Merci à toi déjà pour ces mots. Et ok, donc du coup, tu as lancé Mastéos il y a 5 ans. Ouais. Donc le but à la base, c'était juste faire une agence IMO classique, ou tu avais déjà cette idée de faire du clé en main et apporter ce genre de service? Je voulais aider les gens à investir dans l'immobilier. Ok. Pas parce que j'étais bon à ça, mais parce que j'avais du temps. Et l'immobilier, c'est du temps. Ouais. Et je me suis dit, j'ai 2-3 copains qui ont des CDI, qui ont un peu d'argent, qui peuvent emprunter. En revanche, ils n'ont pas le temps, en tout cas, pour aller chercher des trucs rentables à Rouen, au Havre, à Lille. Et donc, je me suis dit, je vais prendre mon petit blablacar et je vais aller sur place, leur trouver des deals un peu rentables et m'occuper de toute la complexité qu'il y a derrière, les travaux, les notaires, le financement, la compta, la fiscale, l'ameublement, la gestion locative. Et donc, je me suis dit, je vais offrir mon temps à ces gens-là. Et mon associé de l'époque faisait un site internet et commençait à essayer de faire un peu de marketing sur LinkedIn et ça marchait pas trop. Et donc j'ai déjà vécu une première traversée du désert où tu fais pas un centime pendant 1 an et tu as juste envie d'abandonner. Et en fait, l'année d'après, donc j'ai créé en 2019, et l'année d'après, en 2020, je sais pas ce qui s'est passé, mais on a rencontré notre public et on a explosé. Alors, premièrement, qu'est-ce qui fait que tu faisais pas d'argent la première année et qu'est-ce qui a fait qu'en 2020, du coup, tout a explosé? C'est une histoire vraiment de persistance et à force, en fait, en mettant un pied devant l'autre et en plantant des graines un peu partout, en faisant Au début, je faisais des deals gratuitement pour des clients, juste pour avoir pour pouvoir dire que j'en ai fait, quoi. Donc, je disais aux gens, je te fais ton clé en main, mais gratuit, en fait. Et pour qu'ils me recommandent, et j'envoyais des messages sur LinkedIn à des gens. Enfin, c'est juste que ça prend du temps de construire un truc, quel que soit le secteur choisi. C'est nous, à l'époque de TikTok où tout est dans l'immédiateté, on s'attend à avoir du quick win en permanence. Il faut savoir que dans l'entrepreneuriat, les succès
un peu overnight, en fait. Ils prennent 10 ans. Ils masquent toute la période en amont où les mecs, pendant des années, se payent pas, galèrent. Et puis, il y a un moment, à force de planter des graines et à force de faire des deals gratuits pour des gens, tu finis par avoir tes premiers clients. Et puis, de rencontre en rencontre, j'ai fait un premier plateau télé, on est devenu visible. On avait une bonne communication, on avait un petit style assez unique, on avait une vibe et une énergie qui nous différenciait un peu des autres. C'était un marché très concurrentiel, très saturé, où il y avait plein de gens qui faisaient ce qu'on faisait. Ouais. Et ça prouve déjà que tu n'as pas besoin d'avoir une idée révolutionnaire pour te lancer dans l'entrepreneuriat, parce que nous, on n'avait littéralement pas d'idée. On était juste intermédiaire immobilier. On aidait les gens à acheter de l'immobilier pour le louer. Et c'est pas parce qu'un secteur est ultra saturé, concurrentiel, que tu peux pas faire ta différence, parce que nous, on est arrivé sur ce truc où il y avait 10 acteurs comme nous. Et 2 ans après, on était leader de tout le secteur. En fait, il te faut une énorme énergie et un style, une vibe unique qui inspire ta communauté. Je pense que c'est ça le truc. Ouais, c'est vrai. Et puis en plus, c'était dans la bonne période 2019-2020. Et il faut être là au bon moment, bien sûr. 110% de financement, des taux ça 1%. Ça aide pas mal. Il y avait beaucoup de demandes. Ouais. Ce qui a aussi causé peut-être. Quand les taux sont remontés, ça nous a tués. Ouais. Ok. Et du coup, donc, tu as fait aussi des grosses levées de fonds pour développer Mastéos. Je crois un peu plus de 63 millions d'euros, il me semble. Donc ça arrivait quand, en 2020 ? Tu sais, c'est un effet boule de neige. Au début, on lève 1 million et ça paraît être le bout du monde. Et pour moi, 1 million, c'était des montants qui me donnaient le tournis, vraiment, et n'importe qui, d'ailleurs. Et puis après, le premier million amène un deuxième, et puis d'autres fonds entendent parler de nous, et puis il y a un effet FOMO, un effet boule de neige. En plus, on avait une bonne traction commerciale derrière, donc j'ai pas levé 65 millions d'un coup. Je suis rentré dans un track, qui est le track du venture capital, où tu fais ton pré-seed, ton seed, ta pré-série A, ta série B, ton bridge, etc. Et à force, en cumulé, les gens entendaient parler de nous, n'avaient pas envie de rater le dossier, ça a créé vraiment un FOMO, quoi, et ce qui a beaucoup attiré sur le dossier. Et du coup, la première levée que tu as faite, tu avais déjà quand même fait un peu de chiffre d'affaires avant, ou tu as réussi à lever avec 0 de chiffre d'affaires ? Non, le mythe, il y a un mythe, et d'ailleurs il y a plein de gens qui m'écrivent sur LinkedIn en pensant qu'avec un beau PowerPoint et une idée, ils vont pouvoir lever 60 millions. Il y a le mythe de l'entrepreneur un peu charismatique qui lève sur quelques slides. Bon, ça n'existe pas. Okay. Évidemment, il y avait un début de chiffre d'affaires quand même. Alors ça peut partir de très bas, mais ce qui compte, c'est la vélocité, c'est la croissance. Ouais. Donc à la limite, tu n'es pas obligé de faire 1 million de chiffre d'affaires la première année, mais si tu fais 5 000 et le mois suivant 10 000 et le mois suivant 17 000, et tu peux partir de très bas, mais ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de la vélocité et qu'il y ait vraiment une traction hyper croissante. Et c'est ça qui a attiré les VC sur notre dossier. En plus, c'était une période où les VC avaient trop de cash. Trop de cash, absolument. Pour les mêmes raisons les envoyer, quoi. Pour les mêmes raisons qu'en immobilier, les gens pouvaient s'endetter à 110%. Le marché était inondé de liquidités. Et donc, ça nous a favorisé et côté levée de fonds et côté business. Et pour les mêmes raisons opposées, quand les taux ont quadruplé, les VC n'avaient plus d'argent pour nous refinancer, on n'avait plus de clients. Donc, c'est pour ça qu'on a mis la clé sous la porte. Ok. Du coup, on va parler un petit peu plus chiffres. Du coup, pendant la période où tu as réussi à lever, tu as réussi à développer, donc tu as recruté pas mal de monde, tu as ouvert des nouveaux bureaux, des nouveaux pays. Tu peux nous parler un peu des chiffres? Je sais qu'en termes de vente, c'était assez impressionnant. Oui, les chiffres sont très impressionnants parce qu'on est passé vraiment entre 2020 où on était 2 salariés et 2022, on était 400 fin 2022, 400 salariés en 2 ans. Donc, et j'en connaissais pas la moitié. Et on a ouvert, honnêtement, je sais même plus, genre 20 bureaux dans 3 pays. On était en Belgique, en France, en Espagne. Et c'est pas forcément un modèle à imiter parce que, en fait, comme on était budget illimité avec ces levées de fonds, ça t'incite pas à être centimier, ça t'incite pas à regarder ta bottom line, à regarder ta structure de coût. Alors bon, on avait des boards, on traquait nos KPI, on avait quand même une certaine rigueur financière, mais dans un contexte où tu étais budget illimité. Donc la plupart des problèmes se réglaient à coup tu throw money at the problem en permanence. Dès qu'il y a un problème, tu recrutes la star du secteur pour régler le problème, mais ça te coûte une blinde. Et la structure de coût ne fait que grossir parce que tu as aussi une pression à la dépense. Quand un VC, donc il y a un fonds de venture capital, te fait un chèque à 7 chiffres ou 8 chiffres, c'est pas pour que tu le places sur un compte épargne ou un livret A, c'est pour le dépenser. Ça a vocation à faire accélérer le business. Et donc tu as une pression à la dépense en continu. Et donc c'est
c'est pas très sain. C'est un peu, je sais pas si tu fais de la muscu, toi, on en avait parlé. Bon, là, ça fait longtemps que je suis pas allé là. Pourtant, t'as l'air Ça se bien voit. fit. Non, au contraire. Et moi j'en fais. Et tu sais, dans ce sport, beaucoup de gens prennent des stéroïdes, ce qui n'est pas mon cas. Mais les stéroïdes, c'est un peu comme de l'argent de fonds Vici. Ça permet de grossir très très vite ta masse musculaire, mais ça détruit un peu tes organes. Mais ça te fait économiser 10 ans de Basic Fit, si tu veux. Ouais, c'est vrai. Et bah, vrai. c'est un peu ce qui nous est arrivé. Donc, c'est pas un modèle à suivre. C'était une startup qui s'est fait dans un contexte d'euphorie financière avec des règles du jeu un peu malsaines d'un point de vue financier. Et ça a mal fini, peut-être parce que c'est pas un bon modèle, en tout cas pas pour une boîte d'immobilier. Tu fais de l'immobilier et c'est pas compatible avec du venture capital, je pense. Ouais, mais c'est justement ce que j'allais dire, c'est que je pense que c'est hyper difficile parce que de scaler une boîte d'IMO, c'est forcément beaucoup plus difficile que de scaler une boîte d'IA ou de tech ou peu importe. Donc tu te retrouves forcément à un moment bloqué soit par le marché, soit par le nombre d'OP, soit Par les atomes. Ouais, donc tu te retrouves C'est ce un que peu... me disait un de mes actionnaires qui est majoritaire dans TikTok, donc vraiment quelqu'un qui pèse très lourd. Et il me disait, il y a un problème dans votre modèle, il a quand même investi, mais il m'a dit, tu fais le grand écart entre les bits, les lignes de code, et les atomes. On avait 30 devs, on avait une app dans laquelle on a mis 10 millions d'euros de budget. Et les atomes, c'est les chantiers. C'est les plaques de BA13 à Bourg-en-Bresse, au Havre, tu vois. Et nous, on était PropTech, notre écosystème, la PropTech, l'immobilier tech. Il y a Prop, qui veut dire immobilier, terrain, plaque de BA13, et Tech, qui est la tech. Et il y a une incompatibilité même dans le nom du secteur. Tu ne peux pas faire et de la prop et de la tech. Soit tu es Airbnb et tu possèdes rien en foncier et tu fais que de la tech, soit tu es Thomas Rogue et tu fais que de l'immobilier et tu le fais super bien. Mais quand tu fais les deux, tu fais mal les deux. Et il y a aussi ça. Parce que du coup, sur la partie de tech, parce que je ne suis jamais allé sur l'app de Mastéos, mais il y avait une app si tu étais propriétaire. Qu'est-ce que en gros, ouais, tout se faisait sur un smartphone. Tu pouvais ne jamais quitter ton canapé. L'app, elle est bien. Elle existe encore d'ailleurs, hein, parce qu'on a revendu les actifs à Novaxia. Elle est très cool. Tu peux voir tous les biens dispo avec tout le dossier, la modélisation financière, les visites 3D. Il y a plein de features. Il y a une forme d'intelligence dans l'algorithme pour te proposer les bons biens au bon moment. Mais tout ça, c'est du gadget parce que quand tu fais de l'immobilier, ce que tu veux, c'est que ton chantier il soit rendu dans les temps, que les finitions elles soient bien, que ton locataire il te paye. Et en fait, avoir une fluidité dans la tech, c'est secondaire, voire tertiaire. Et ça a un peu diverti notre focus. Plutôt que se concentrer sur le terrain, on est parti faire de la tech sur un secteur où c'est pas essentiel. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, en termes de développement, donc quand tu reçois beaucoup d'argent comme ça, il faut développer très vite. Tu as beaucoup plus de ventes, mais après, il faut réussir à suivre parce que vu que tu proposes du clé en main, il y a tous les travaux qui vont avec, il y a tout ça. Ah oui, non, mais bien sûr. Tu t'es pas retrouvé dans la merde au bout d'un moment. Si, c'est ça. C'est pour ça que je pense que le secteur de l'immobilier n'est pas compatible avec le rêve d'hypercroissance VC. Ça, c'est bien si tu es une boîte d'intelligence artificielle ou un software. Mais à un moment, on faisait 200 ventes par mois et autant de chantiers. Un chantier, c'est 5 artisans. Fois 200 galère, il y a les retards, chaque mois dans 180 villes. Donc la complexité opérationnelle, elle était démesurée. Et en plus, moi, je suis primo-entrepreneur. Je n'avais pas fait d'immobilier avant. Et donc, j'apprenais sur le tas à gérer une boîte. J'apprenais l'immobilier, j'apprenais les ops. Et c'est une expérience de malade que j'ai eue. Mais c'est vrai que c'était très difficile à tenir une boîte comme ça. Ok. Donc, du coup, tu as eu ce truc de développement. Tu as eu la partie où ça redescendait, ça commence à redescendre au fur et à mesure que les taux augmentaient, en gros, au niveau des ventes. Ce que tout le monde me dit, c'est que, évidemment, les taux ils vont pas rester à zéro éternellement et que j'aurais dû anticiper que les taux allaient remonter. Et just for the record, je l'ai anticipé. Tout le monde savait que ça allait remonter. Il y a deux choses, deux inconnues qu'on avait, c'est la vitesse à laquelle ça allait remonter, parce que ça a quand même quadruplé en un an. C'est très, très violent. Et la sensibilité du marché à ces variations de taux. On avait estimé à un certain niveau X, et en fait, c'était 7X. Tu vois ? Ouais, et puis c'est facile, une fois que c'est fait, c'est facile de dire oui, tu aurais pu anticiper. On a eu les mêmes. Les gens qui me disent ça, je leur réponds pourquoi tu n'as pas investi en bourse ? Tu peux très bien prendre un tracker qui fait de l'argent avec la montée des taux. Hein. Il y a des produits financiers pour tout. Tu pouvais parier en bourse si tu étais sûr de cette remontée. Mais bon, voilà, en fait. Et puis, il y a un problème, c'est que quand tu as une telle structure de coûts avec 400 salariés, 20 bureaux, etc.,
même quand tu anticipes un truc, c'est le Titanic, le bateau. Donc tu vois l'iceberg arriver, tu ne peux pas dévier freines ta pas d'un coup, trajectoire. ouais. Non, il y Ça a marche pas. 300 personnes à licencier avant que le bateau il bouge d'un millimètre. Ça coûte et, cher de et licencier. on est en France, on n'est pas à Dubaï. Ouais. Ça coûte très Ça cher. de coûte plus licencier. cher à licencier que ça te fait économiser. Donc c'est vraiment un choix Ouais, c'est clair. complexe. Et ok. Et alors, j'ai beaucoup aimé quand on s'est rencontrés sur Dubaï. Tu m'as dit un truc qu'en fait, faire de la levée de fonds. Enfin, tu me recommandais pas faire de la levée de fonds pour mes boîtes parce que ça enlève un peu ton ADN et ce pourquoi ça a marché au début, bah, tu commences à le perdre au fur et à mesure des levées de fonds. Ça, c'est pas lié qu'au levée de fonds. Ce qui est sûr, c'est que quand tu démarres une boîte, et nous, ce qui nous a fait cartonner, c'est l'énergie. Je parle de vibe, c'est un peu superficiel, mais c'est vraiment ça que tu dégages. Et au début, cette énergie, elle est pure. Parce que c'est deux gars dans un bar qui ont rien à perdre et qui ont envie de se marrer. Et tu vois, on avait une communication unique. Et puis nos premiers salariés, évidemment, c'est une famille. Toi, tu vas connaître ça. Enfin, comme toute entreprise, au début, tu as une petite famille et tu as une énergie qui est inégalable. Et après, à force que le chiffre d'affaires grossit, c'est que tu recrutes, tu te mets à devenir, à te corporatiser. Et puis, il y a l'ambiance startup qui passe plutôt en mode KPMG la défense avec de la moquette épaisse, des process, des RH. Et donc, cette énergie, tu la perds, quoi. Et ça se ressent dans ta communauté. Quand tu perds cette vibe qui avait un peu définanciarisé le sujet IMO, qui normalement est un sujet qui, d'un point de vue commercial, est très agressif. Les agences sont très mal vues par la population. Ouais. Les newsletters immobilières, elles sont super pushy. Et nous, on avait eu une approche un peu définanciarisée, un peu sympa. Mais quand les actionnaires sont venus, la pression financière est telle que on est obligé de redevenir un peu pushy, d'harceler un peu les clients pour qu'ils closent. Et tout ça, ça casse la vibe initiale. Mais c'est le cas de toutes les entreprises. Il y a un moment, le passage à l'âge adulte, il implique de perdre l'énergie familiale du début. Et il faut réussir à la maintenir malgré tout par d'autres moyens. Ou alors rester une petite start-up éternellement et arriver à faire beaucoup avec peu. Ouais, c'est vrai. Là, donc, tu parles de petites start-up aussi. Donc, toi, ton but quand tu as créé Mastéos, tu n'avais pas non plus de grandes ambitions, autant que ça en tout cas. Maintenant que tu as connu cette grande montée, on va dire, en termes de développement, même d'audience, etc., voilà. Est-ce que tu as envie de recommencer la même chose et aller chercher même encore plus haut? Ou est-ce que tu préfères faire un petit business dans ton coin et marcher? Alors, il y a deux choses. Si c'était à refaire, sachant que j'ai mal fini, on n'en a pas parlé, mais j'ai quand même fait faillite. T'inquiète pas. Mais c'est bien traumatisant. Et si c'était à refaire, malgré tout, je le referais. Pourquoi ? Parce que cette expérience entrepreneuriale, à ce niveau d'intensité, c'est quelque chose qui marque une vie. Et c'est quelque chose qu'un être humain devrait vivre une fois, parce que c'est transcendant, quoi. C'est vraiment un truc de malade quand tu as 400 salariés qui t'attendent au bureau, que tu as le ministre qui vient au bureau, que tu fais des plateaux télé. C'est pas juste une question d'ego, c'est que tu as l'impression de t'accomplir, tu as l'impression d'être quelqu'un. Tu sais, sur la pyramide de Maslow, tu vois cette pyramide. Ouais. D'abord, tu accomplis tes besoins primaires, te manger, puis ensuite, peut-être, je ne sais plus quels sont les échelons intermédiaires. En gros, primaire, truc secondaire où c'est un peu plus confort, etc. Et bref, ça augmente. Trouver une copine, et puis tu remontes, et puis à la fin, c'est le self-accomplishment. Moi, j'ai réussi à cocher cette case, et si c'était à refaire, je le referais malgré l'enfer de la faillite et de la liquidation. En revanche, je ne le referais pas aujourd'hui. Si c'était à refaire dans une autre vie, je le referais. Mais là, ma prochaine boîte, je ne vais pas reproduire les mêmes erreurs. Parce que j'ai un stress post-traumatique sur l'entrepreneuriat sous stéroïdes VC. J'ai un stress post-traumatique sur les levées de fonds, sur le RH. Et donc, je vais recréer une boîte qui est beaucoup plus lean, beaucoup plus petite. Ce n'est pas que j'ai moins d'ambition, c'est que je veux le faire avec une structure de coût qui est réduite au minimum. Ok. Et pas de levée de fonds. Avant de parler de ta prochaine étape, donc du coup Mastéos, donc ça a été racheté par Novaxia pour pas grand-chose, il me semble. 1 million, mais c'est beaucoup dans l'absolu, mais c'est symbolique dans cette affaire. Parce que Mastéos ont été valorisés quelques mois plus tôt 155 millions d'euros. Ouais. Et ça a été racheté 1 million, donc l'équivalent d'1 euro symbolique. Ouais. Ok. Et comment ça se... Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, surtout sur LinkedIn, je vois qui font des levées 63 millions, valo à 200, etc. C'est très bien, mais la vérité, c'est qu'au final, le founder, il prend rien ou pas grand-chose. T'es ressorti comment de ça ? C'est vrai qu'il y a pas mal de mythes autour de
de ça, parce que quand j'annonçais, quand les gens voyaient des articles sur la levée de fonds Mastéos, 65 millions, Valo 155 millions, je recevais des messages d'ex sur Instagram qui me disaient Thierry, ça va, ça fait longtemps. C'est pas mal. Ouais. Alors que c'est évidemment pas de l'argent qui vient dans notre poche. Le seul moyen de s'enrichir en tant qu'entrepreneur, c'est de vendre ses actions sur le marché secondaire. C'est ce qu'on appelle un cash-out. Mais c'est très mal vu en fait. Les gens pensent que tous les entrepreneurs font des cash-out. Tout le monde me dit mais Thierry, toi tu as fait un cash-out. Non, c'est très mal vu quand tu es soutenu par des fonds de bazarder tes parts aux retail investors pour t'en mettre plein les poches alors que tu vois, ça montre pas le bon signal. Quand un entrepreneur vend ses parts, c'est pas sympa pour les gens qui viennent d'investir. Ça envoie pas un bon signal. Et du coup, la plupart se réfrènent de ça. Et tu te retrouves en tant qu'entrepreneur d'une boîte à plusieurs centaines de millions avec une fortune qui est du paper wealth, qui est très théorique. Et si tu veux une analogie, c'est comme si en allant chez ta grand-mère à Piriac-sur-Mer, tu montes dans le grenier et là tu tombes sur un Picasso hyper rare. Tu enlèves la poussière et tu vois un Picasso. Et donc, tu lui demandes si tu peux lui emprunter le tableau et du coup tu te retrouves chez toi avec un Picasso à 30 millions d'euros. Mais bon, ce Picasso, il ne paye pas ton loyer, Ouais, c'est ça. il ne te paye pas tes vacances. Et en tant qu'entrepreneur, on est payé un salaire juste normal. Tu vois. Moi, je gagnais 3 000 nets par mois, donc rien Ouais, de... donc c'est pas... Parce qu'il faut aussi montrer l'exemple. Et donc, j'avais un Picasso dans mon grenier. Ok. Et puis, la faillite, c'est comme si un jour, on dit Picasso, c'est plus à la mode parce qu'il battait sa femme. Et donc, le prix du tableau, il passe à 0. Ouais. Et tous les gens qui avaient pris le train pour visiter ton Picasso, ils te demandent à ce que tu leur rembourses les billets de train. C'est un peu la situation d'un entrepreneur en faillite. Ouais, le mec, il valait théoriquement 30 millions, il vaut plus que 0, et il y a des gens qui lui demandent de l'argent tous les jours. Mais je ne me suis pas enrichi, moi. Ouais. Ok. Et comment ça se fait du coup le rachat? Parce que je crois que quand c'était à Dubaï, c'était à peu près on n'était pas très loin de ce moment-là. Est-ce que tu es au courant de tout de A à Z? Est-ce qu'ils te tiennent au courant? Oui, bien sûr. C'est moi qui organise le rachat. Ce qu'on appelle un dual track, c'est quand tu es proche de la fin, au lieu de lever des fonds pour essayer de sauver la situation, tu vas tenter une deuxième piste en parallèle. C'est pour ça qu'on parle de dual track. Tu vas à la fois essayer de lever des fonds et à la fois, si jamais ça ne marche pas, tenter de trouver des acheteurs. Et donc moi, j'avais commencé un dual track fin de l'année dernière. Et donc, j'avais trouvé Novaxia et je leur avais pitché le projet. Et ils ont adhéré au projet. Ils ont racheté non pas la boîte Mastéos, mais les actifs qui sont dans Mastéos. D'accord. C'est la différence technique. Donc la boîte, elle est liquidée. Mais la marque qui est un actif, la tech qui est un actif, est sortie de son enveloppe sociale et elle est passée. Donc quelque chez part, en Novaxia. fait, heureusement que tu avais créé cette partie tech qui est l'actif en fait de la C'est boîte. pas le principal actif. Le principal actif, c'était un portefeuille de gestion. Oui. Et c'est le recurring, c'est ça qui se valorise. On en parlait juste avant. Ouais. On avait 1700 locataires. Et donc le portefeuille de gestion, il rapporte des frais de gestion locatifs tous les mois. Et comme c'est quelque chose de récurrent et de long terme, c'est ça qui avait le plus de valeur. Ok, d'accord. Ok. Et ok, donc ça c'est sur les faits. Maintenant, on va parler un peu plus d'émotion et de toi. Comment, c'était quoi ton feeling, ta situation juste après ça? Comment tu t'es senti et qu'est-ce que tu as pensé Tu t'es dit, ok, est-ce que je vais crever et je ferai plus de business demain? Ou est-ce que tu as eu un élan qui te dit, ok, je vais recommencer un business, je vais prendre tout ce qui arrive et gérer tout ça? Alors, c'est évidemment pas un moment simple à gérer émotionnellement. Y a les petites faillites, ça se gère bien parce que c'est une procédure administrative rapide. Les grosses faillites comme la mienne, c'est quand même une faillite à 30 millions d'euros de passifs. C'est lourd. Et surtout, le président va vraiment cristalliser les attaques. Et c'est là où tu te rends compte de la différence qu'il y a entre, dans une entreprise, le numéro 1 et le numéro 2. C'est pas le même écart qu'entre le numéro 2 et le numéro 3. Pourquoi? Parce que le président, si jamais ça foire, c'est lui qui se fait décapiter. Et il protège tous ceux en dessous. Un juge, il va regarder ce qui est sur le cabis et c'est lui qu'on va dégommer. Et donc, du coup, moi, je cristallise les attaques sur le volet RH, sous-traitant, fiscal, tribunal de commerce, actionnariat. Je me fais attaquer de toutes parts. Et le problème en France, qui est un pays assez socialiste, où il y a une belle protection sociale, elle ne s'applique pas aux mandataires sociaux. Donc, nous, on n'est pas éligible au chômage, on n'a pas de revenus. Je parle donc les présidents de boîtes, les entrepreneurs. Et donc, tu te retrouves dans une double situation compliquée où d'un côté, il y a un acharnement judiciaire sur l'entrepreneur qui a fait faillite et qui n'a pas de revenus, pas de chômage et qui n'a pas cash out. Donc, c'est terrible à gérer financièrement. Évidemment, psychologiquement, les gens qui font faillite, on dit souvent qu'ils passent par les 3D, dépression, divorce, et je crois que c'est décès après, parce qu'il y en a qui font des tentatives de suicide.
ce qui n'est pas mon cas, mais c'est très difficile à gérer. Et comment je gère ça? Et après, je te répondrai après sur le rebond entrepreneurial. Euh, Malheureusement, les techniques que tu vois sur les réseaux sociaux de noter tes émotions sur une feuille de papier ou gratitude, je sais pas, des trucs. Ok. Non, mais il y a des. Je sais pas, la respiration profonde, des choses Ok. comme ça. En fait, à ce niveau d'intensité de stress, ça fonctionne pas. Mhm. Et je sais que tu as connu des pics de stress extrêmement intenses. Et ce qui peut fonctionner, pour moi, c'est le sport en dose absurde, parce que c'est pas juste pour être fit sur la plage, c'est pour te sauver mentalement. Donc j'ai commencé à faire énormément de sport, j'ai arrêté l'alcool. Le soutien familial, il aide, et puis les amis aussi. Et le problème du rebond entrepreneurial, qui probablement est plus facile dans d'autres pays où il y a moins d'acharnement judiciaire sur celui qui fait faillite, et tu me diras comment c'est à Dubaï, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas une question d'argent, c'est une question d'énergie. C'est vraiment, je dis pas ça, c'est que de l'énergie en fait. Et quand ton énergie, elle est comprimée par les procédures et par le stress financier, tu la perds. Et donc même si demain tu me dis Thierry, tiens, pour te refaire voilà 500 000 euros, recréer une boîte, ça aura moins d'impact que si tu me redonnes de l'espace pour régénérer de l'énergie. Et c'est uniquement ça l'entrepreneuriat. Ouais, c'est vrai. Ça, tu connais l'histoire, nous on a vécu pareil. Alors c'est un peu différent parce que nous, on a eu une liquidation due à une escroquerie qu'on a eue. Et c'est ça en fait. Je vois surtout mon père, il a eu juste plus du tout d'énergie dans les années qui suivent. Du coup, il va rien recréer parce qu'il a pas d'énergie. Même, bon, il n'a pas d'oseille non plus, mais même s'il en avait. J'en avais pas au début de Mastéos, j'étais au RSA. C'est pas une question d'oseille, franchement. Ouais, voilà. J'ai plein de potes qui ont plein d'oseille et qui n'arrivent pas à créer de boîte. Ouais. Et d'ailleurs, ça c'est un truc aussi, j'ai remarqué. Les fils d'eux, donc qui viennent de familles où il y a déjà de l'argent, etc. Je trouve qu'il manque ce truc où il faut vraiment aller mordre et croquer et aller chercher de l'argent. Il y a des exceptions, par exemple le patron de Conto, le fondateur de Conto, c'est le fils du patron de BNP et il a fait une super boîte. Mais malgré tout, c'est vrai. Et moi, dans mon cercle, j'ai mes amis qui sont fils d'eux, ils tentent, ils en sont à leur 10e boîte, et ça fonctionne jamais parce qu'en fait, ils ont trop de confort. Si tu n'as pas un peu d'inconfort, c'est compliqué de tout donner sur un projet. Il te faut une rage. C'est ça. En fait, quand je parlais, tu vois, j'ai pas mal de potes, surtout à Dubaï, qui sont un peu dans cette situation-là. Et j'ai l'impression qu'ils montent des boîtes ou ils font des business pour avoir une justification de dire ouais, je fais ça. Ouais. Mais si ça fait pas d'argent, presque ils s'en foutent. Non, mais je sais, on a un ami en commun, donc c'est le cas. Mais c'est malheureux. L'entrepreneuriat, c'est pas une question d'idée. Moi, j'avais pas d'idée. Mon idée était nulle à chier sur Mastéos. Et j'avais pas de thunes. Et il n'y a pas besoin de thunes, il n'y a pas besoin d'idées. Il y a juste besoin d'une énergie de dingue, quoi. Ouais, parce qu'au final, en fait, Mastéos, ça n'a rien de magique. C'est une agence IMO qui fait des travaux. C'est une agence IMO qui suit ton chantier. C'est tout. Ouais, c'est rien. Tout le monde aurait pu le faire. Et puis surtout, il y en a plein. Il y a investissement locatif, projet locatif, bivouac, Beanstalk, il y en a plein. Donc vraiment, c'est uniquement que j'avais plus d'énergie que les autres. C'est ouf. T'es en train de bosser sur un nouveau projet ou pas? Oui, par contrainte, parce que j'ai pas de revenus depuis 6 mois et à un moment, je vais mourir de faim. Ouais. Et donc, je suis obligé de me relancer dans un truc. Et c'est très drôle le contraste parce que c'est quand même très récent, ma faillite. Et il y a 9 mois, j'étais encore président d'une boîte à 155 millions. J'avais 30 millions de fortune théorique. J'avais 400 salariés. Je levais que de 8 chiffres en 8 chiffres, tu vois. Et aujourd'hui, lever 50 000 euros, c'est une galère. C'est le bout du monde. Mettre un salarié dans mon business plan sur mon nouveau projet, ça tue ma bottom line. Enfin, tu vois, c'est incroyable le contraste entre ce que je vivais l'année dernière et cette année où tu te heurtes à la réalité du terrain, où tu vois combien ça coûte d'embaucher quelqu'un, comment c'est galère de faire une vente quand t'es pas budget illimité. Que tu vois, moi j'arrosais tous les réseaux sociaux de pubs, j'envoyais 1 million de pubs et évidemment on faisait plein de ventes derrière. Tu vois, c'est facile quand t'as de l'argent, mais quand tu repars du terrain, ma première vente, mon premier 50 000 euros de levée de fonds, c'est dur. Mais il y a un truc, en revanche, sur lequel je peux m'appuyer, c'est que je l'ai fait une fois. Du coup, je sais, et les gens qui me parlent savent, que, en tout cas, en théorie, j'ai le potentiel pour faire des trucs énormes très vite. Et en termes de confiance en soi, c'est important. C'est comme si tu dragues des filles. Bon, si tu n'as jamais dragué une jolie fille de ta vie et que tu en rencontres une dans un bar, ça va être compliqué.
Si un jour, sur un coup de bol, tu es sorti avec un canon, bah, t'es pas plus beau qu'avant, mais si t'en revois un dans un bar, tu sais que tu vas pas te mettre à bégayer. Bah, Ouais. moi, c'est pareil. Comme j'ai déjà monté une énorme boîte, j'ai une espèce de flamme en moi qui me dit Thierry, tu sais très bien que tu es capable de faire des grandes choses. Ouais, c'est vrai. Justement, moi je trouve la confiance juste sur ce truc un peu post-traumatique et post-liquidation, etc. Au début, j'ai eu vraiment une perte de confiance et ça se voyait dans les ventes, ça se voyait dans tout ça, vraiment j'étais beaucoup, beaucoup moins performant. Et après, quand tu arrives à faire la bascule et transformer, tu vois, par exemple, j'étais retourné en France pour faire des rendez-vous avec des CGP pour commencer à nouer des partenariats. Parce que les CGP, ils ont 1 milliard de clients, donc il faut aller les choper. Pour dire, bah voilà, moi je fais de l'investissement à l'international, etc. Il faudrait qu'on fasse des partenariats. Et il y en a un qui m'a dit, ok, mais comment je peux m'assurer que toi, t'es pas un enculé et que tu vas pas nous escroquer? Et donc là, c'est là que tu reprends toute l'histoire qui t'est arrivée et tu t'en sers comme une force et tu dis, bah voilà, moi, il m'est arrivé ça parce que je suis très transparent, j'explique tout de A à Z. Il m'est arrivé ça, ça, ça. Voici comment on a géré la situation. Donc, même quand ça nous arrive, on est quand même là, on défend les clients, on fait en sorte de récupérer de l'oseille. Et surtout, quand il t'arrive un truc comme ça, parce que je gagnais plutôt pas mal ma vie, d'un coup, tu retombe à zéro, même moins d'ailleurs, mais t'as pas envie de revivre une situation comme ça de toute ta vie. Donc, forcément, tu deviens parano. Donc, forcément, tu vérifies beaucoup plus que tout le Exactement. monde. Et donc, après ce rendez-vous-là, le mec il m'a dit ok, ça me va, parfait, on signe. Exactement. C'est-à-dire que moi, je vais faire plus confiance à quelqu'un qui a déjà été victime d'une escroquerie, ce qui est ton cas en fait. Ouais. Et si un jour je deviens investisseur, je vais miser double sur quelqu'un qui a déjà connu une faillite. Parce que je sais que c'est pas un type qui va revivre ça. Et je sais qu'une fois que tu l'as vécu une fois, tu vas mettre en place des garde-fous pour ne jamais le revivre. Ouais, c'est ça. Jamais. Et je pense que les gens devraient faire confiance, non pas aux primo-entrepreneurs, non pas aux entrepreneurs à succès qui ne font qu'enchaîner les succès jusqu'à ce qu'ils perdent leur repère et ils finissent comme WeWork, mais aux gens qui ont connu une grosse faillite, qui les a bien calmés, parce que je sais que jamais dans leur vie, ils la revivront une deuxième fois. C'est trop douloureux. Il y a trop d'emmerdes. Enfin, là, nous, ça fait depuis du coup janvier 2020, donc là, on est en juillet 2024, qu'on a appris le début de l'escroquerie. Donc, ça fait 4 ans de procédure. 4 ans où il n'y a pas énormément de business. Alors, moi, j'ai remonté mon truc, etc., mais c'est pas le cas de tout le monde. Il se passe rien, quoi. C'est dur. T'as encore les clients qui t'envoient des messages tout le temps, t'as les procédures. C'est comme si tu avais, je suis Un désolé de faire enfer. un parallèle qui est pas du tout le bon, mais c'est comme si tu avais une petite maladie. Chaque matin, tu te lèves et tu dis, je traîne ce truc et je sais pas je sais pas si c'est soignable. Et tu as cette pression permanente, cette épée de Damoclès, tu sais pas à quel moment ça risque bah, tu vois, tu peux très bien te prendre. Le juge peut décider dans 3 ans, moi, me concernant, la faute de gestion, l'amende pécuniaire, je sais pas quoi, tu vois, tu sais pas à quelle sauce tu vas être mangé. Et donc, c'est une chape qui pèse sur toi, qui comprime ton énergie. C'est une épée de Damoclès et il faut apprendre à avancer alors que tu as un bouton de sniper ici et tu aimerais qu'il te passe plutôt sur le haut de l'oreille comme Trump. Ouais, c'est ça. Et cette question d'énergie sous contrainte, elle est dure à gérer. Et en plus, quand il t'arrive des trucs comme ça, donc tu disais, tu as la partie judiciaire avec le tribunal judiciaire, mais tu as aussi le tribunal médiatique. Et comment tu as vécu ça? Est-ce que les médias, ça allait pour toi ou c'était un enfer et ça disait tout et n'importe quoi? Alors, très bonne question. Les médias, plus tu es visible sur l'ascension, plus évidemment tu captes la lumière sur la chute. Et ça a été mon cas. J'ai joué une carte qui a relativement bien fonctionné et c'est celle que tu adoptes également, c'est la carte de la transparence. C'est dire, voilà, je vous ouvre le capot, je vous montre, voilà où j'ai merdé, il n'y a rien d'autre. Et j'ai vraiment envoyé la data room aux journalistes. Je leur ai dit, voilà, vous avez tous les documents là, tous les PV d'AG, tous les PV de board. Et la transparence, elle permet de désamorcer un peu les attaques. Et c'est ça qui m'a sauvé sur le tribunal médiatique. C'est vrai. Ouais, nous, alors, moi, je déteste les médias par cette expérience. C'est en fait, il y a eu des articles qui sont sortis sans vérification de quoi que ce soit. Beaucoup trop tôt. Donc, en fait, j'ai remarqué aussi que c'est jamais les clients qui sont victimes du truc qui vont porter plainte ou qui vont, en tout cas, aller voir les journalistes. C'est que des gens, et pareil sur les réseaux sociaux, c'est que des gens que tu ne connais pas, qui ne sont pas clients, qui ont entendu parler une fois de très loin à un cousin le week-end sur un barbecue, qui va dire que des trucs négatifs, et du coup, la rumeur va se propager. Et ça, pour moi, c'est un enfer, parce que je me suis retrouvé dans des groupes Facebook avec 40 000 investisseurs immobiliers qui te dégomment, qui disent « ouais, c'est des escrocs », alors
non, t'as pas compris l'histoire. On s'est fait escroquer. Le mec, l'escroc, il a eu comment ça, une plainte de la SEC, donc aux États-Unis, qui a été faite contre lui, des condamnations, etc. Donc, faut lire en fait, Ouais, je sais. pas les articles journalistes, mais les vraies plaintes. Mais il y a même C'est même une fois que tu es dédouané, que tu as prouvé ton innocence, tu gardes cette marque. Moi, il y a des gens qui pensent que parce que j'ai fait faillite, j'ai fait une fraude, tu vois. Ouais. Et c'est un stigmate que tu gardes parce que dans l'esprit des gens, il y a ce côté, il n'y a pas de fumée sans feu, il y a ce côté, tu retiens malheureusement, même si tu t'es dédouané, Bah, nous, il y a eu un truc, en fait, quand ça venait de sortir, il y a un premier article qui est sorti sur Nice Matin, qui n'était juste pas du tout la vérité de l'histoire. Et d'ailleurs, en fait, il y a des clients à nous qui connaissaient le journaliste, qui ont appelé le journaliste, qui lui ont dit, mais alors je t'aime bien, mais moi je suis client pour le coup, c'est pas du tout ça l'histoire. Et donc mon père, pareil, il a appelé le journaliste, il a dit, mais vous faites quoi là, c'est pas du tout ça l'histoire, avec sa tête en plus en première page, etc. Bref. Et le mec il a dit, bah, je suis vraiment désolé, en plus il y a d'autres gens qui m'ont appelé, et ils m'ont dit que bah ouais, je m'étais trompé. Si vous voulez, je fais un deuxième article pour remettre un peu plus la vérité. Bah ouais, déjà c'est un peu la moindre des choses. Mon père il a dit, ok, maintenant je suis en train de faire un truc où en fait je suis en train de me battre au niveau de la justice pour récupérer l'argent de mes clients. Imaginons que dans 4-5 ans, je récupère l'argent de tous mes clients. Est-ce que vous me faites un article en première page en disant bah, il l'avait dit, il l'a fait, il a récupéré l'argent de ses clients. Super. Le journaliste, il a dit mot pour mot, il a dit honnêtement, ça fera pas autant d'audience, ça sert à rien, on le fera pas. Ah ouais, c'est triste. Faut pas non plus diaboliser la presse parce que moi personnellement j'ai eu un bon traitement. La solution c'est vraiment de préempter, d'anticiper à fond. Moi je savais qu'il y avait un article qui allait sortir en première page des Échos sur la faillite Mastéos. J'avais eu des bruits. J'ai appelé la journaliste avant qu'elle sorte son article. J'ai dit et j'ai tout donné. Je lui ai donné en toute transparence, mais j'ai réussi à l'intercepter avant que ça sorte. Une fois que c'est sorti, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à corriger. Ouais. Donc transparence et anticipation. Ouais, c'est ça. Bah, nous, c'est sorti trop tôt pour anticiper en fait. Ouais. Même nous, on n'avait pas encore toutes les infos de comment ça s'était passé. Donc, bref, ok. Du coup, donc sur le rebond, on disait, on peut en parler ou pas? Ouais, bah moi j'ai pas encore rebondi là. J'ai pas l'impression que je suis sur un trampoline encore. Hein. C'est plutôt du sol dur comme du béton en ce moment. Mais c'est grâce à des rencontres comme celle que j'ai faite avec toi que je vois que c'est possible. Et c'est marrant parce que je me retrouve dans la même situation qu'il y a 4 ou 5 ans où j'étais dans la rue à tenter ma première vente et à penser que ça serait impossible. Et là j'ai encore cette impression, alors que tu vois, parce que je me remets dans l'immobilier et ma première vente, elle est tellement dure à sortir, alors que j'en ai fait 1500 en tout. Ouais. Et malgré tout, revenir au point de départ, tu vois, c'est. Mais comme tu l'as fait une fois, c'est plus facile de prendre confiance en soi et de se dire attends, tu l'as déjà fait, tu sais très bien que la première année c'est dur, c'est la traversée du désert, mais il y a un moment où ça accélère. Et le point d'accélération, il est assez intéressant. Je sais pas si toi tu l'as vécu, parce que je sais que tu as fait ta méga traversée du désert, tu es arrivé à Dubaï quasiment sans le sou. À quel moment tu as eu un. Ça a duré combien de temps ta traversée du désert et à quel moment tu as accéléré comme ça? Alors moi, la traversée du désert, alors c'était donc 2020, c'était vraiment la pire année de ma vie. C'est là aussi où j'ai déménagé à Dubaï, ce qui était la meilleure décision de ma vie en fait, niveau contraste. C'était une fuite, on est d'accord, tu fuyais un peu, non? En fait, c'était pas du tout prévu. À la base, donc si tu veux, nous en fait officiellement, donc ça s'est arrêté à peu près vers, je crois, février-mars 2020. Donc en attendant, les petits boulots à droite à gauche. Je devais recommencer une activité en gestion de patrimoine en France en octobre 2020. Et en fait, j'ai quelqu'un que je connaissais sur Dubaï. Son appartement, il était vide pendant 1 mois et demi entre août et octobre. Du coup, je me suis dit, magnifique. Je vais l'appeler. Je vais dire, écoute, je bosse pour toi gratuitement. Juste, je reste dans ton appart. De toute façon, il est vide. Qu'est-ce que tu vas faire? Et il m'a dit, ok, pas de problème. Et en fait, au bout de 15 jours, il m'a dit, écoute, reste là, je te fais un visa. On commence à monter des boîtes, etc. Et du coup, donc j'ai commencé à bosser avec lui. À la base, on avait une boîte d'investissement immobilier aux US où en fait, on levait des fonds, on faisait des flips là-bas. Ça s'est transformé en fait en 4 boîtes différentes. On est devenu un groupe. On a commencé, on était 3-4, on est monté à 60. Que j'ai quitté en 2023. Donc en fait, sur cette période-là, si tu veux, c'était pas incroyable. C'était un rythme de croisière. Donc voilà, je gagnais un peu d'argent, mais c'était pas non plus ouf. Et en fait, quand j'ai vraiment quitté le navire, là, ça a commencé à s'accélérer parce que j'avais plus du tout de limitation. Je n'étais pas limité avec des associés ou quoi que ce soit. Donc en fait, toutes les idées que j'avais, je les exécutais. Et forcément, ça paye. Donc ça paye un peu plus, quoi. Et ça s'est passé sur un temps assez court. Le point d'inflexion où ça commence à accélérer, moi, c'est sur un trimestre, je me rappelle, en 2020. Toi, ça s'est passé. Il y a un moment particulier, tu arrives à le.
Alors, ouais, il y a eu un moment particulier où, en fait, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment et aussi parce que, en fait, il y a pas mal d'investisseurs que je pitchais et bah, j'essaie de me montrer un peu sur les réseaux. Et donc, au bout d'un moment, j'ai fait un peu tout ce truc-là de podcast, de vidéos et en fait de crédibilité parce que je sais pas pourquoi. Il y a des gens qui m'ont recommandé alors que ça fait 3 ans que je leur ai pas parlé. Et en fait, naturellement, ça a attiré quelques personnes, quelques recommandations, mais du coup bien solides parce que, bah, en plus, c'est simple parce que je suis français, je suis à Dubaï. Tous les Français qui me connaissent en France, s'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose ah ouais, moi je connais Thomas, c'est le meilleur à Dubaï. Alors C'est qu'en ce que je dis à tout le monde. en vrai, ils savent pas forcément si je suis le meilleur ou pas. Il y en a certains, ils ont jamais testé mes services. Et du coup, bah, c'est parti comme ça. Et après, bah, la recommandation aussi, c'est beaucoup plus simple à closer qu'autre Et chose. tu reprends confiance en toi et il Tu reprends suffit confiance. d'une ou deux ventes pour reprendre cette énergie Bah, et se dire en fait c'est possible. Surtout que moi, en fait, si tu veux, pendant les 3 années du coup, où je bossais avec cette personne-là, bah, il y avait encore toujours ces articles qui étaient bah, très diffamateurs. Et il y a plein de ventes qui ont été annulées à cause de ça. On dit, ah, mais j'ai vu ça, donc j'investis pas. Et là, donc là, tout ce truc-là est passé. Et maintenant, bah, je commence à avoir justement la bonne image de, OK, bah, lui, il a vécu ça, il est costaud. Si demain ça arrive, bah, on sait qu'il sait déjà à peu près comment gérer une situation. Donc j'essaie de m'en servir. Et là, du coup, en fait, il y a eu aussi un switch que j'ai fait où je traitais pas mal avec des entre guillemets, petits investisseurs sur des petites unités. Et en fait, faire le switch aussi de partir sur des plus grosses unités ou alors partir avec plutôt B2B. ouais, B2B institutionnels. Donc tu vois, là, on a des fonds luxembourgeois qui investissent. C'est quand même beaucoup plus simple. C'est plus simple, mais c'est bien d'avoir mis un pas devant l'autre et Ouais. pas avoir joué Ah non. au héros au début, quoi. Non. Après, bon, des fois, tu es obligé de gonfler un peu les pecs et de te Ouais, bien montrer un sûr, peu plus fake gros it que ce que until tu you es. make it, mais il faut rester quand même un pied devant l'autre. Mm. Mastéos, on allait trop vite. Ouais. Là, tu repars du terrain, tu fais ta première vente, puis ta deuxième, et patience et persistance. Ouais. Bah après, ce qui est bien, c'est aussi dans le business que j'ai, surtout quand tu fais des grosses opérations, enfin, grosses, c'est peut-être petit pour certaines personnes, mais pour moi, ça me paraît déjà pas mal. Si on fait des villas sur la Palme à 8-9 millions d'euros, je trouve ça déjà assez pas mal. Et en fait, il y a tellement de marge que même si tu fais pas 3 ventes par mois et que tu en fais 2-3 par an, t'es très très bien. Il n'y a pas Je me besoin de. doute. Mais tu vas, les gens vont croire que c'est facile. Et ils Oui, vont non. tous devenir marchands de biens sur la Palme. Ouais, non, mais alors pour le coup, ouais, c'est pas facile. C'est d'une complexité inouïe. Ouais, sur tous les points. Que ce soit de la levée, trouver les biens, les travaux, parce que alors, les travaux en plus, là-bas, gérer la main-d'œuvre, là-bas, c'est quand même très très compliqué. C'est pour ça que je m'associe aussi avec quelqu'un sur une partie travaux qui fait ça depuis 15 ans. Parce que sinon, moi, je suis juste pas capable, quoi. Je le faisais pour les petits appartes, mais sur des grosses constructions, faut vraiment avoir des connaissances que j'ai pas. Et la responsabilité que tu portes, cette histoire de responsabilité, elle est cruciale dans l'entrepreneuriat. Si ça foire, tu as 10 millions sur ta tête. Enfin, tu es responsable en fait. Ouais, tu es responsable. Après, ce qui est bien quand même avec l'immobilier, c'est que tu peux toujours laisser un collatéral sur la responsabilité. Donc, Je comprends, mais plus tu fais des grosses opérations, plus la responsabilité que tu portes sur tes épaules est forte. Et je pense que c'est... je sais pas. Parce que j'ai l'impression que quand tu fais des grosses OP, tu parles avec des gens qui ont l'habitude pour le coup de faire des grosses OP. Alors que tu vois, au bout d'un moment, je faisais aussi des petits fonds de clients. On mettait avec un peu de l'argent beaucoup de ensemble. retail investor. Et là, Voilà. ok. Et là, par contre, le mec, il met Ils peuvent 25 pas se 000, il met permettre toute de sa perdre vie. de l'argent, ok. Et en fait, j'ai cette anecdote, et c'est pour ça que j'ai un gros parallèle, c'est que j'ai fait 8 rendez-vous pour closer un ticket à 25 000 euros. Avec une famille, c'était 3 à mettre 25 au total. Et en même temps, je closais le truc avec le fonds luxembourgeois pour 6 millions d'euros, 2 rendez-vous. Et donc là, j'ai eu ce parallèle où je me suis dit, mais vraiment, l'énergie, il faut la mettre au bon endroit parce que je les aime bien, hein, mais c'est chiant. Ouais. Donc, bon. Ouais, le retail investor, c'est compliqué parce qu'il y a de l'émotionnel. Mais en tout cas, avant d'aller voir du B2B, des obligé. foncières luxembourgeoises, il faut que tu aies fait du track record en B2C d'abord. Il faut Ouais. que tu aies un historique et que Ouais, c'est tu sûr. preuves. Ouais, c'est sûr. Ce que j'ai remarqué aussi, les B2B, ils investissent pas de la même manière. Les retail, tu peux vraiment faire que de la vente à l'émotionnel, ça passe. B2B, non, c'est OK, c'est quoi ta data room, ta fact sheet, c'est quoi? On va juste regarder les chiffres. Si on dit que c'est bien, que ce soit toi et quelqu'un d'autre, ça Ouais. ne change pas énormément. Ouais, la personnalité de l'entrepreneur, Ouais. elle est neutre. Ouais. Donc voilà. Et le régime, j'inverse, c'est mon podcast maintenant. Voilà. Ouais. Je Let's go. te pose des questions. Le régime à Dubaï, par rapport à la France,
tu penses qu'il est plus favorable à l'entrepreneuriat? À 100%. Plus que 100% d'ailleurs. Alors, tu as quand même quelques barrières à l'entrée au niveau des coûts, parce que créer une société à Dubaï, tu comptes à peu près 10 000 euros, tu as tes renouvellements 5 000 euros par an, etc. Mais ta taxe sur les sociétés, elle est que de 9% au-dessus de 100 000 $ de bénéfices nets. Donc, par rapport à la France, c'est que dalle. Et pas de taxe sur les revenus perso. Donc, ça permet en fait, et pas de charges sociales, etc. Donc, ça te permet, dans une optique de scaler une boîte, de recruter plus facilement parce que un mec, tu le payes 10 000, il touche 10 000. Et tu payes pas 20 000 pour qu'il touche 10, quoi. Donc, ça te permet de scaler beaucoup plus vite si tu veux recruter. Et en fait, tu as aussi ce truc-là où tu as quasiment 90% d'expatriés sur Dubaï. Donc en général, un expatrié, quand il quitte son pays d'origine pour s'installer ailleurs, c'est pour avoir une meilleure condition de vie, donc pour bosser, faire du business, faire de l'argent. Donc tout le monde est dans cette vibe, ok, comment on fait de l'argent? Tout le temps. Et donc ça, je trouve c'est hyper stimulant. Et aussi quelque chose qui est hyper stimulant, c'est que tu as de la compétition de malade. Moi, je vois des mecs qui ont mon âge, qui, pour le coup, eux habitent sur La Palme, alors que moi, non. Sur des villas, et les mecs pèsent 100 millions d'euros, ils ont 24 ans. Donc tu te dis, mais Ça serait pas possible en France. qu'est-ce que j'ai foutu, quoi. Mais pourtant, Paris, c'est la plus grosse place de la tech européenne. Il y a bien plus de belles startups à Paris qu'à Dubaï. Qu'est-ce qui explique ça? Parce que moi, je te confirme que le régime, il est vraiment défavorable fiscalement, juridiquement. Moi, je vis l'acharnement judiciaire de l'entrepreneur qui échoue. Le droit à l'échec, comment il est traité à Dubaï. Et qu'est-ce qui fait qu'on a quand même des startups de dingue à Paris, alors qu'on a un cadre qui se prête pas du tout à l'entrepreneuriat? Parce que Je pense qu'à Dubaï, c'est un peu comme aux US. C'est un peu ce que tu disais aussi. C'est quelqu'un qui a échoué, c'est presque qu'ils vont lui faire plus confiance que quelqu'un qui n'a pas encore échoué. Et après, pourquoi à Paris, en France, tu as pas mal de bonnes startups? Parce qu'on a quand même des talents, en vrai, il faut le dire. Après, je pense qu'il y a peut-être aussi une politique à mettre en place pour faire en sorte de garder ces talents-là. Parce que je pense que plus ça continue comme ça, plus les mecs vont vouloir se barrer. Et en fait, tu regardes la carte migratoire des pays, des millionnaires dans le monde. L'Europe en général perd énormément. Je crois que je ne sais plus le chiffre de la France, mais les UK par exemple, cette année en 2024, perdent 9 500 millionnaires qui se barrent ailleurs. à Dubaï. Il y a 6 300 qui viennent à Dubaï. Ouais. Et donc Dubaï étant le pays, enfin les Émirats étant le pays qui accueille le plus de millionnaires cette année en 2024. Waouh. Donc c'est pour ça que nous aussi on est sur un marché sur les opérations de marchand de biens sur du luxe qui est incroyable parce qu'il n'y a pas assez d'offres, il y a beaucoup trop de demandes. Parce que il y a des maisons un peu type arabique, un peu vieillotte. T'es européen, t'as envie de vivre dans un truc un peu sympa, design, un peu à la Miami ou Los Angeles. Et du coup, il n'y a pas d'offre. Donc nous, on rénove les maisons moches, on les met belles. Avec du goût à la Avec française. du goût et ça passe. Et tu crois au déclin de la France, vu de ta fenêtre Dubaïote, Je avec, pense- avec la gauche qui est passée Je pense qu'on commence à y arriver tout doucement parce que les gens commencent. En tout cas, c'est mon avis. Je pense que les gens commencent un peu à se réveiller, à comprendre que, en fait, pourquoi se cantonner à la France quand le monde c'est vraiment très petit en fait. Je trouve aujourd'hui, tu prends un avion, c'est très très simple, et que les conditions de vie sont peut-être meilleures ailleurs, à Dubaï ou ailleurs. Mais au niveau de la sécurité, pour moi, c'est l'un des trucs les plus importants. Une sécurité, taxes, business, tu fais de l'argent, on va pas trier ta voiture. Enfin, il y a tout ce truc-là qui, je pense, est important. Donc, je sais pas. Parce que c'est vrai que depuis la France, Dubaï, c'est vu comme une ville, comme la capitale de la superficialité, où vont aller les influenceuses botoxées, où vont aller les dealers qui fuient. C'est un pays où on a l'impression que les gens fuient quelque chose et vont se réfugier là-bas. Et pour y être allé la première fois, il y a quelques mois, et je t'ai rencontré là-bas, j'avais ces a priori. Et en fait, j'ai l'impression que c'est les États-Unis du 19e, en fait, c'est le pays de la liberté. Ouais. Malgré tout, et puis il y a des défauts quand même, parce que Bien c'est sûr. un régime qui n'est pas très, je sais pas, pro-LGBT, enfin il y a quand même des trucs qui sont condamnables. Mais la liberté que ça m'évoque maintenant, sachant que moi je suis victime d'un acharnement judiciaire à la française typique, c'est vrai que ça fait envie. Et je pense que malheureusement pour nous, on va perdre pas mal de talents qui vont être inspirés par ton parcours, où tu t'es fait éclater en France, et Dubaï t'a offert une seconde chance, et t'es devenu la personne que t'es aujourd'hui, ultra successful, en très peu de temps. Voilà, je sais pas si on peut dire ultra successful, mais ça Franchement, marche mieux tes que ce que chiffres ça marchait. sont très impressionnants.
ça marche mieux que ce que ça a marché en tout cas, donc c'est déjà pas mal. Mais Et tu vas pas souvent au musée, c'est ça le truc. Après, tu bosses dans l'immobilier, donc la culture doit pas être oui, ta principale préoccupation. non. Mais après, il y a pas mal de trucs aux Émirats. J'ai fait le musée du Louvre la dernière fois avec ma copine. Je l'ai Il y a un montré. Léonard là-bas, un Léonard de Vinci. Oui. Et contrairement à la Joconde, t'as pas trop de monde qui se rue dessus, donc tu peux Ah, y a profiter personne. du Léonard. C'est quoi? C'est le Christ. Je sais plus. Je crois qu'il y en a même plusieurs. Ouais, Oui, il me semble qu'il y en a c'est la plusieurs. classe. J'aimerais bien retrouver un Léonard dans le grenier de ma grand-mère, Ouais, ce serait pas mal en ça. Bretagne. 30 bars. Par contre, là, on le vend celui-là. On va pas le garder. Oui, oui. Cash out. Ok, cool. Je sais pas combien de temps ça fait. Bah, assez pour inspirer les gens, j'espère, parce que vraiment ton histoire est très inspirante. Je suis désolé de me répéter, mais tu es Ouais, un de mes merci. modèles. Et moi, je pense que Dubaï, on le condamne un peu trop vite en France. Il faut aussi décomplexer notre rapport à l'argent et à la réussite et à l'échec. Et Dubaï, je trouve que, franchement, j'allais au resto, il y avait des gens riches, il y avait des gens pauvres, il y avait des gens de tous les pays du monde. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas d'antisémitisme. Il y a un tel respect et surtout, il y a une telle diversité de parcours et les gens se côtoient, riches ou pauvres, peu importe. Je trouve que Bah, l'ouverture d'esprit est il- absolument Il y a incroyable ce là-bas. truc-là, en fait, qui est un bon parallèle aussi, c'est que, tu vois, donc il y a 90% d'expatriés à Dubaï. Donc, en fait, c'est pas les étrangers qui posent un problème, c'est la façon dont ils sont gérés, ces étrangers-là. C'est que Dubaï, c'est relativement strict. Tu sens que tu arrives dans un pays, donc tu fais attention à plein de choses. Et tu as cette culture du business et toujours de la propreté, de la sécurité, etc., qui t'oblige en fait à avoir une condition de vie parfaite parce que tout le monde se respecte en fait C'est mutuellement. pas totalitaire. Moi, j'ai pas l'impression que je Ah, pas du vais tout. être pendu. Tu vois, franchement, c'est juste. Je Non, peux mais laisser c'est- ma montre c'est- sur mon transat, elle serait pas volée. Mon iPhone Voilà, aussi. c'est ça. C'est juste. C'est hyper agréable. Tu te fais jamais klaxonner. Les gens sont peace. En fait, c'est juste. Je sais pas. Common sense, tu vois. Je veux juste être. Et non, mais ton parallèle avec l'immigration est dingue dans le contexte actuel où l'immigration, c'est la question. En France, j'ouvre TikTok, je vois que ça, BFM TV, immigration, truc. Mais Dubaï montre que le problème, c'est pas l'immigration. Tu peux accueillir autant d'immigrés que C'est tu comment veux. ils C'est sont la gérés. manière dont c'est géré. Oui. Et donc, peut-être que les gens qui votent RN sont pas anti-immigration. Enfin, moi, Non, je ma pense pas. lecture un peu bienveillante de cet électorat, ça serait de dire ils sont OK avec une immigration bien gérée. À la Dubaï. À la Dubaï, c'est simple. Tu veux t'expatrier aux Émirats, ok. Soit tu crées une société, donc tu crées de la valeur. Soit tu te fais employer dans une société, mais du coup, c'est la société qui va te donner un visa, donc c'est pas si simple, parce que ça leur coûte de l'argent, donc pas n'importe quelle société va t'employer. Soit tu investis pas mal d'argent dans l'immobilier, etc. Et là, on te donne un visa. Tu bosses, tu te comportes bien et Voilà. t'es le bienvenu. C'est ça. Donc, moi, je dirais welcome to Dubaï à tous les gens qui veulent, tous les talents qui ont un peu d'argent, faut me contacter. Ouais. Mais ouais, je pense que, en tout cas, pour les jeunes, même si c'est pas forcément s'expatrier sur le long terme, mais juste en tout cas faire des expériences à l'étranger, je pense Ouais. que ça change tout. Ça change la vision du monde, tu vois. C'est con, mais là, tu vois, je reviens en France. Alors à Paris, ça va, parce que c'est quand même très cosmopolite et c'est assez ouvert d'esprit. Mais tu vois, par exemple, je sais très bien que dans 3 jours, je vais chez ma grand-mère qui habite au fin fond de la campagne. Ah, les discussions de PMU, tu leur dis Dubaï, ils disent le Qatar, l'Arabie Saoudite, alors que c'est même pas les mêmes pays. C'est très dur. Ouais, il y a pas mal de clichés, mais Ouais. on les a debunk. Ouais. Donc, tu vas encore augmenter l'expatriation à Dubaï. On va perdre encore des talents à cause de ce podcast qui vont fuir ça. la France sur tes conseils. Restez quand même en France. Il y a matière à faire des belles boîtes, mais Ouais, clairement. Non, c'est vrai. C'est vrai. avec prudence. Avec prudence. Ouais, ouais, c'est vrai. Et surtout, tu vois ce truc où en France, j'ai l'impression que si tu es successful, tu vas te faire taxer dans tous les sens, on va te le prendre. Et on quand va tu trier l'es- ta bagnole. ouais, et quand tu ne l'es plus, On va te dégommer. on va quand même te dégommer parce que le dernier centime, on va le prendre. Quoi. Ouais. Et c'est un enfer. Et moi, je trouve ça. C'est vraiment. Non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, moi et mes associés, on se prend des saisies sur compte. On sait même pas d'où ça vient. On sait même pas de quoi on est coupable. Tu sais, la SATD, la saisie à tiers détenteur, tu as dû Ok. en subir avec ton affaire. Je sais Mais pas, je tu crois sais, pas. c'est quand l'État il ponctionne ton compte sans Ok. prévenir et tu sais pas pourquoi. Peut-être, j'en sais rien, peut-être que j'ai un salarié qui a fait un excès de vitesse mais comme je suis plus aux manettes, l'amende elle est prélevée sur mon compte en tant que Ok. représentant légal. Peut-être que c'est, je sais pas, ma RH qui a mal géré de l'URSSAF au Q1 et moi je suis pas au courant.
Mais vraiment, quand tu dis l'État vient de chercher jusqu'au dernier centime, c'est littéralement ton compte, il est surtout pompé en direct, quoi. et surtout, il t'empêche de demain recruter. Tu vois, moi, l'histoire avec mon père, c'est un mec qui a payé énormément d'impôts pendant 25 ans. Il a Bien employé sûr. tout le temps, au final, des centaines de personnes accumulées, tu vois. Toujours entre 25 et 30 salariés constants. Donc, il a payé énormément d'impôts. Quand ça marche plus, plutôt que de lui dire merci pour tes 25 ans où tu nous as bien fait kiffer. Là, tu as vécu un truc horrible, tu t'es fait escroquer, tu perds tout. Plutôt que de le laisser un peu tranquille pour qu'il essaye de se refaire, non, là, on va vraiment te dégommer jusqu'au Ouais, dernier non, centime. c'est terrible. Moi, j'avais très, très 400 dur. salariés, j'ai payé des millions et des dizaines de millions de cotisations sociales. Ah, Et j'ai pas reçu une lettre de remerciement. En revanche, je me fais ponctionner sur mon compte et donc du coup, Ça je peux plus vivre en fait, je peux plus entreprendre. Tu vois. Ouais, c'est cette Donc incapacité à recréer du business qui est, Ouais. c'est confisquant, quoi. Le droit à l'échec qui manifestement est moins sévère à Dubaï. Ah, clairement. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas convaincus, on est tous des Nabila en puissance à aller vivre à On Dubaï. va se refaire les seins nous aussi. Voilà. Ok, cool. Bah écoute, merci beaucoup Thierry pour ton temps et Merci, j'espère Tom. que ça a inspiré pas mal de gens ce podcast. J'espère aussi. À plus.